Bonjour Jacques Hogar. Bonjour chère Irina. Merci d'être là au Dialogue franco-russe, avoir trouvé le temps pour nous. Vous êtes ancien officier supérieur des forces spéciales françaises entre 1996 et 2000, justement sous le commandement de l'OTAN au Kosovo et président d'un cabinet d'intelligence stratégique. Il y a des manifestations un peu partout en Europe qui ne sont pas très médiatisées contre la politique de l'OTAN et pour l'arrêt des livraisons d'armes en Ukraine. Grâce aux réseaux sociaux, ils sont de plus en plus visibles. Et notamment, la Finlande est devenue récemment 31e membre de l'OTAN. Pour commencer, pourriez-vous vous rappeler les liens, l'histoire de l'Alliance, les liens entre l'Alliance et la France? Écoutez, c'est très simple. Moi, je suis d'une famille de militaires. Mon père était officier, terminé sa carrière comme général. Et quand j'étais petit, il était en Algérie. Nous habitions avenue Victor Hugo. Au bas de la rue de Longchamp se trouvait, et se trouve toujours, la faculté de Dauphine, qui était à l'époque le quartier général de l'OTAN. Et moi, je jouais avec ma sœur. Nous allions jouer dans le parc, le square qui est juste à côté qui existe toujours d'ailleurs, de ces bâtiments. Et donc, moi, l'OTAN, je connais l'OTAN depuis que je suis tout petit. En fait, l'OTAN a été créée en 1949 face à la menace soviétique, communiste de l'époque, on va dire, pour regrouper les pays occidentaux sous le parapluie défensif américain. C'était ça le contrat, si je puis dire. En 1955, c'est-à-dire 6 ans après, les soviétiques ont créé le pacte de Varsovie. On oublie souvent d'ailleurs ce décalage qui serait intéressant d'analyser avec du temps. En 1966, le général de Gaulle a pris la décision de retirer la France de l'OTAN parce qu'il voyait bien que l'OTAN était devenue de facto en fait un outil d'influence au profit des États-Unis d'Amérique. Alors à l'époque, il fallait en France être un peu communiste ou très engagé à gauche pour parler d'impérialisme américain. Et moi, je me souviens, quand j'étais enfant, c'était des mots ou jeune adolescent, c'est des mots qui me faisaient sourire. En fait, aujourd'hui, ils me font plus sourire parce que c'est la réalité. Et l'OTAN est devenue d'une organisation défensive est devenue une organisation offensive. Et on le voit bien avec d'abord la pression faite sur le président Chirac, puis sur le président Sarkozy, pour que la France réintègre le commandement intégré de l'OTAN, que nous avions quitté en 1966, et à mon avis c'était une très bonne chose. Ce départ du commandement intégré en 1966 avait été accompagné par le départ des troupes américaines de France, qui se sont redéployées ailleurs, en Belgique, en Allemagne, etc., mais pas sur le territoire français. Et je pense que c'était une manifestation expresse de la volonté du général de Gaulle, qui était souveraineté de la France, indépendance de la France dans ses choix. Nous avons des alliés, mais nous ne sommes pas des vassaux. Et je pense que ça, c'est très important à retenir dans l'histoire de la relation française avec l'OTAN. Alors après, moi je veux dire qu'en 1999, j'ai vu, déjà 1998, j'ai vu les prémices de ce besoin français, cette fascination française pour un retour dans l'OTAN, avec l'opération Kosovo dont vous avez parlé, Macédoine et Kosovo, avec un espèce de retour progressif. Je me souviens de la fierté, à mon avis incongru, de l'appareil militaire français, très atlantiste, de se voir confier le commandement de l'Extraction Force au Kosovo, enfin en Macédoine du Nord, en 1980, fin 98, début 99. Et donc je pense que la France, malheureusement, la France d'aujourd'hui, la France de M. Macron, mais celle de M. Hollande, celle de M. Sarkozy avant, ont renié l'héritage du général de Gaulle, tout simplement en racolant le wagon France à la locomotive américaine, tout simplement. Et on en voit les effets, à mon avis, dramatiques. Vous avez côtoyé vos collègues américains lors de la mission au Kosovo. C'était comment l'ambiance? Alors en fait, j'ai vu quelques Américains en Macédoine et puis au Kosovo ensuite, mais c'était surtout les Britanniques, parce que les Britanniques sont les parfaits proxys des Américains. Ce sont les
je dirais, les délégués aux opérations concrètes. Les Américains aiment rarement être en première ligne, y compris dans les affaires militaires, mais on aime bien envoyer devant les anglo-saxons, c'est-à-dire les fidèles alliés britanniques en particulier. Donc j'ai vu beaucoup d'officiers britanniques, et j'étais moi-même sous le commandement d'un général britannique avec qui j'ai eu quelques difficultés sérieuses sur le terrain. Voilà. Emmanuel Todd a déclaré récemment que les Occidentaux avaient provoqué cette guerre, en parlant de l'Ukraine. Donc maintenant, avec le soutien de la Chine, avec l'échec des sanctions contre la Russie, pour la Russie, il faut abattre l'OTAN, selon Emmanuel Todd. D'après vous, comment la France doit-elle réagir pour éviter le poids de non-retour, les frappes nucléaires, entre autres? Je pense que malheureusement, alors la position du président Macron, c'est toujours un petit peu en même temps, donc on fait tout et son contraire. Et donc il prétend agir pour le dialogue et le rétablissement de la diplomatie et des droits de la diplomatie. Et en même temps, on fournit des armes, on fournit du matériel, on fournit de l'argent à un régime quand même corrompu, reconnu comme tel, un des plus corrompus du continent européen, et qui, parce que Olivier Todd, je partage son avis, et qui a démarré contre une partie de sa propre population en 2014 une guerre civile, en fait, tout simplement en brimant la partie russophone du pays et orthodoxe du pays, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a aussi maintenant une guerre contre les orthodoxes déclenchée en Ukraine. Et la France, dans tout ça, a choisi une espèce de position incohérente, à mon sens. Le mot incohérence s'impose parce que on dit qu'on maintient un dialogue, et je pense qu'en fait, le président Poutine n'a pas grand-chose à faire des appels de M. Macron, d'une part, et puis deuxièmement, on a pris parti, clairement, pour le régime de M. Zelensky. On fournit de l'argent et des armes à cet État failli. Voilà, donc je pense qu'il y a une grande incohérence et qui ne va pas dans le sens de la paix et de la concorde. Et donc, il y a un vrai risque d'inflammation. On sait très bien que les conflits démarrent toujours de faits mineurs ou réputés mineurs, mais qui peuvent prendre tout d'un coup une ampleur phénoménale parce qu'on ne maîtrise plus le déroulé des événements. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui une politique extrêmement dangereuse qui est menée par l'Occident, qui en même temps est destructrice pour le peuple ukrainien, pour la région, et pour l'Europe en particulier, qui, dans cette affaire, joue un rôle de proxy idéal pour les Américains, qui, eux, n'engageront pas un seul soldat en Ukraine, hein, ou en tout cas pas de troupes constituées. Voilà, donc le sale boulot, faisons-le faire par les autres. C'est un peu la mission de l'OTAN, et malheureusement, on est un petit peu dans cette configuration aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos éditeurs la procédure si demain la France rentre en guerre directe avec la Russie? Quels sont... Je crois pas. Je veux dire, je crois pas que la France puisse se permettre de déclarer la guerre à la Russie. Ce que je trouve terrible, c'est qu'en fait, on est dans une espèce d'hypocrisie. On n'est pas dans l'état de guerre déclaré comme tel, en tant que notion juridique, etc. Et en même temps, on pratique une espèce de forme de guerre larvée, parce qu'on désigne la Russie comme l'ennemi. Moi, je suis persuadé que l'ennemi, c'est pas la Russie. On désigne le président Poutine comme l'homme à abattre. On désigne les généraux russes comme étant des incapables ou etc., etc. Je dis que ce sont des mots très forts qui sont insultants et qui ne portent pas de germe de rétablissement de diplomatie, mais au contraire qui sont une espèce d'escalade des mots, parfaitement hypocrite parce qu'en même temps, on sait très bien que nous, Français, on n'a aucun intérêt à déclarer la guerre à la Russie. L'état de notre armée aujourd'hui ne le permet pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le chef d'état-major des armées, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, c'est le chef d'état-major de l'armée de l'air, de la marine, qui le disent eux-mêmes. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où, pour avoir voulu
recueillir les dividendes de la paix, selon l'expression de M. Fabius, il y a maintenant des années, ben on a désarmé la France, en fait. Et aujourd'hui, nous avons une belle armée au plan humain. On a des soldats qui sont... on a des unités qui sont de belles unités, composées de gens généreux, courageux, enthousiastes, dévoués, patriotes, mais en nombre insuffisant, et surtout insuffisamment armés, insuffisamment équipés des matériels dont ils auraient besoin pour faire une guerre. Aujourd'hui, on a une armée qui a fait son travail de manière remarquable depuis 25 ans pour, face à des crises, face à des guerres très localisées. Mais je ne la vois pas dans un conflit majeur face à une puissance organisée, industrielle. On a aussi, on pourrait parler de notre industrie qui a complètement disparu, vendue par morceaux aux Américains. Aujourd'hui, la France ne produit plus d'armement individuel, alors que c'était une chose qui remontait au premier temps de l'Ancien Régime. Chaque soldat français avait toujours possédé dans les mains un fusil français. On a maintenant des fusils étrangers, et allemands en particulier. Donc si vous voulez, il faut être sérieux. Je veux dire, je ne vois pas la France en guerre contre la Russie. Par contre, je vois la France jouer un jeu subtil et hypocrite de soutien à ce malheureux peuple ukrainien qui est en train de se faire hacher menu face à la Russie. Et derrière, bien sûr, qu'il y a l'OTAN. Cette guerre n'est pas une guerre russo-ukrainienne, c'est une guerre russo-otanienne, soyons clairs. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Peut-on dire que les Américains influencent la pensée en Occident? Vous connaissez le programme, les fameux Young Leaders. Oui. Passe-t-elle également par l'armée aussi? Oui, alors l'armée française, elle a été très marquée pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Moi-même, dans ma famille, si vous voulez, j'ai été élevé par un père qui pensait exactement ce que je pense et qui serait exactement à côté de moi aujourd'hui pour dire ce que je dis, puisque en fait c'est lui qui m'a tout appris et qui m'a beaucoup formé, mais qui n'était pas anti-otanien. Du moins, toute la période de lancement de l'OTAN, entre les années 50 et les années 60, on va dire. Mais je me souviens que il a applaudi des deux mains quand en 1966, le général de Gaulle est sorti du commandement intégré et a poussé les unités américaines hors de France. Donc il y a une tradition atlantiste dans l'armée française, c'est évident. Quand vous entendez parler certains officiers généraux, que je ne nommerai pas, ou quand vous entendez un amiral, citons-le puisqu'il m'a cité, je crois, l'amiral Chevalreau, qui dénonce des officiers qui seraient soi-disant pro-russes ou pro-Poutine ou poutinolâtres, pour employer son expression, ça me fait bien rire parce que cet individu qui nous dénonce parce qu'on n'est pas d'accord avec ces thèses atlantistes est en fait un agent des Américains, soyons clairs. Donc il y a... Lui, j'emploie un mot fort parce qu'il est vraiment sorti, à mon avis, des lignes jaunes ou des lignes rouges, comme vous voulez. Mais vous avez des officiers estimables qui ont une attitude très initialement atlantiste parce qu'ils ont été formés comme tels. Moi-même, quand j'étais jeune officier, j'ai appris par cœur, dans mes cours de renseignement, dans les écoles militaires, on avait l'ennemi rouge, c'était l'ennemi soviétique, etc. C'est comme ça, c'est une formation qui nous a été donnée, et on en comprend très bien les raisons historiques, si vous voulez. Mais l'histoire, le monde change, et on est en train de vivre une époque charnière d'un monde qui change. L'époque qui est héritier de la fin de la Deuxième Guerre mondiale de 1945 est en train de changer radicalement. On le voit bien sous nos yeux, là, en ce moment même. Et donc, si on n'en est pas conscient, eh bien, on dit des bêtises à la télévision tous les jours, sur LCI ou sur BFM TV. On nous parle des crimes de guerre russes, de la déportation forcée des enfants ukrainiens vers la Russie. Les dernières révélations du sabotage Nord Stream 2, Ursula von der Leyen les considère insensées. En tant qu'officier français, jugez-vous crédibles ces informations, ou plutôt ces affirmations? Je vais vous dire, je crois qu'il y a une énorme désinformation. Une énorme désinformation. La désinformation, c'est une arme de guerre. Ça consiste à
accuser l'adversaire ou l'ennemi de tous les maux les plus graves, les plus terribles, pour pouvoir le diaboliser aux yeux de l'opinion internationale, de l'opinion mondiale. Alors je pense que cette affaire, on peut parler de Boutcha par exemple, je vous rappelle qu'on a envoyé des gendarmes français enquêter à Boutcha. Est-ce qu'on a les résultats de cette enquête? Non, comme par hasard. Pourquoi? Parce que je pense qu'en fait, tout le monde connaît la vérité sur ces crimes de guerre. Les crimes de guerre, malheureusement, ne sont pas l'apanage d'un camp ou de l'autre. Malheureusement, la guerre, elle se fait plus en dentelle depuis fort longtemps. Elle se fait dans des conditions difficiles. Et on sait toute la difficulté qu'il y a à faire respecter par les échelons les plus proches du terrain, les plus subalternes, les principes mêmes qui font l'honneur des armées. Alors, je crois que les Ukrainiens n'ont pas grand-chose à dire sur ce chapitre, car ils sont concernés directement par cette question des crimes de guerre. Et moi, je voudrais rappeler, à partir de ma propre expérience, les affaires de Timișoara en Roumanie. C'est vieux. Qui se souvient de Timișoara? Un faux charnier monté simplement pour renverser quelqu'un que je ne défends pas par ailleurs, qui était Nicolae Ceausescu. Mais il fallait bien légitimer la révolution roumaine contre Ceausescu. Et donc c'est le faux charnier de Timișoara qui a servi de prétexte. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec un des hauts responsables de la Securitat roumaine de l'époque, qui a été impliqué dans ce montage pour démolir le pouvoir de Ceausescu. Si on prend la Serbie l'agression de l'OTAN contre la Serbie en mars 1999 a été déclenchée après la découverte de ce soi-disant massacre de Račak en Serbie. On a démonté après tout ça. Et l'enquêtrice internationale, qui je crois était finlandaise, a reconnu après avoir été l'objet de pressions monumentales pour dire le contraire de ce qu'elle avait constaté sur le terrain. Donc, et puis il y a des journalistes allemands, il y a eu même des journalistes français du monde diplomatique qui ont ressorti des articles récemment pour rappeler ces montages, ces opérations de désinformation colossales qui ont légitimé l'agression de l'OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie, la Serbie à l'époque. Donc il faut être très honnête et très prudent sur ces questions. Encore une fois, pour Boutcha par exemple, j'aimerais bien voir le rapport de près des gendarmes français. Je connais un officier de gendarmerie français qui faisait partie de cette équipe. Donc j'attends avec impatience qu'un jour les résultats de ces investigations sortent. On serait surpris, je pense. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors pour les enfants, si vous voulez, quand on sait que l'Ukraine de M. Zelensky est le premier pourvoyeur d'enfants adoptés dans des conditions absolument incroyables, de trafic d'enfants, au profit de nombre de pays d'Occident et d'Union, et appartenant à l'Union européenne en particulier, je trouve que l'accusation est quand même assez forte. C'est une question extrêmement délicate. Évidemment qu'on ne peut pas accepter le principe d'arracher des enfants à leur famille pour les élever dans un autre contexte. Mais je vous rappelle par exemple qu'au camp de Jasenovac, l'Auschwitz des Balkans, entre 1941 et 1944, où des centaines de milliers de Serbes, de Juifs et de Roms ont été massacrés par les Ustashi croates, des enfants serbes, juifs et roms ont été sauvés par des familles croates qui les ont élevés comme des Croates. Qui se souvient de tout ça aujourd'hui? Et pourtant, c'était ou la mort ou la vie sous un drapeau qui n'était pas le leur à l'origine. Donc tout ça, c'est à prendre en compte de manière, je dirais, extrêmement honnête et droite, et ça ne me semble pas être le cas des médias et de cette espèce de guerre de l'information ou de la désinformation qui est menée systématiquement depuis maintenant plus d'1 an.
Pour parler de l'actualité internationale, vous savez que Donald Trump a été inculpé, récemment accusé de fraude comptable dans sa campagne présidentielle en 2016, toujours en lien avec le scandale sexuel. Quelle est votre réaction à ce fait d'actualité, certes qui concerne les États-Unis, mais pas seulement, puisque c'est quand même un futur candidat à la présidentielle? Alors moi je pense que Donald Trump est un personnage hors série. Je pense qu'il a été un grand président des États-Unis en ce qui concerne les États-Unis eux-mêmes, mais aussi l'international dans la mesure où il est le seul président américain qui n'ait pas déclenché de guerre pendant son mandat, alors que tous ses prédécesseurs ont quelques actifs à leur sujet, à ce sujet, quelques tristes références à mettre en avant sur ce point. Il a été un très bon président par ailleurs sur un certain nombre de plans, et en particulier la défense de la vie, la défense des valeurs traditionnelles, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'il est attaqué comme ça. Bon, je ne dis pas qu'il est parfait, je ne pense pas que M. Trump soit parfait, mais je pense qu'il est attaqué parce qu'il menace aujourd'hui le pouvoir démocrate de Joe Biden, qui a été élu dans des conditions contestables, on peut dire, et qui sait que l'avenir, pour lui, n'est pas assuré, pour lui et pour son camp. Alors derrière, il y a l'État profond américain, et l'État profond américain ne supporte pas les options de Donald Trump, donc il fallait trouver un moyen comme un autre de le salir, de le gêner, de le paralyser dans son éventuelle candidature à la présidence des États-Unis. Mais je pense que pour la paix du monde, parce qu'au fond c'est ce qui nous intéresse, nous comme citoyens étrangers, je pense que pour la paix du monde, alors oui, il vaut mieux M. Trump au pouvoir aux États-Unis que M. Biden, c'est certain. Et je pense que la difficulté pour lui maintenant va être de combattre toutes ces forces occultes qui cherchent à le traîner à terre et à le mettre en difficulté. Au moment des négociations de la paix, j'espère qu'on va y arriver quand même un jour, d'après vous, qui devrait représenter la France? Alors d'abord, bien sûr, on espère vraiment à un moment donné que cette surenchère guerrière va s'arrêter. Je pense que tout le monde y a intérêt, en réalité. Je pense que des signaux très forts ont été envoyés. Alors d'abord, à mon avis, les objectifs stratégiques des États-Unis sont atteints, puisqu'ils ont coupé l'Europe de l'Ouest de la Russie. C'était leur objectif. Et à mon avis, cette coupure va être durable. Hélas, je le regrette, parce que moi je rêvais d'une Europe unie, j'allais dire, selon l'expression gaulienne de Brest à Vladivostok. Et on est mal parti pour le voir, au moins dans un avenir proche. Le deuxième effet, par contre, qui va à l'inverse, alors fracasser l'Europe, et soumettre l'Europe, c'était un objectif, et diviser l'Europe, c'était un objectif stratégique des Américains. Ils l'ont atteint, à mon avis. En revanche, ils auraient dû réfléchir qu'en provoquant cette situation, ils allaient pousser l'eurasiatisme à se développer, si je puis dire, c'est-à-dire le président Poutine est obligé de reconsolider, de repenser son système d'alliance, et donc il s'est évidemment tourné vers son puissant, énorme voisin qui est la Chine, et avec cette constellation des BRICS qui se retrouve autour de la Russie et de la Chine, avec les BRICS d'aujourd'hui et les BRICS de demain, parce que je pense que par exemple l'Iran, l'Inde sont des pays qui regardent maintenant avec beaucoup d'intérêt se recomposer la face du monde. On peut parler de l'Arabie saoudite aussi, qui vient de changer de camp finalement. Et ça c'est énorme quand même. Alors c'est bien pour la paix au Moyen-Orient à mon avis, avec un point particulier qui reste Israël. La Turquie aussi qui est en train de choisir son camp, clairement. Et donc nous, Français, on est à la ramasse, comme on dit vulgairement en français. On n'a pas compris tout ça, on est en retard de 3 trains, comme souvent. Et alors, qui représentera la France à ces négociations quand elles interviendront? Je pense que c'est le gouvernement élu de la République française, parce qu'on ne peut pas faire autrement. J'espère que ce sera le successeur de M. Macron. On peut espérer remonter la pente, mais j'en suis pas sûr.
Notre émission va sortir après lundi de Pâques, donc en semaine sainte pour les catholiques français. Comment suivre le progrès sans tomber dans le progressisme nocif, je dirais, et comment respecter la tradition sans être ringard? Écoutez, moi, il y a une journaliste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sonia Mabrouk, qui a rappelé récemment l'importance du sacré. Moi, j'ai mon avis personnel, je peux choquer certains téléspectateurs en disant ça, mais je suis extrêmement sincère en le disant parce que je le crois profondément. La Révolution française avait des objectifs nobles et des idéaux probables, au moins pour certains de ses promoteurs, mais elle a cassé la christianisation de la France. Elle a commencé le processus de déchristianisation de la France, dont on voit les effets aujourd'hui. On a une France fracturée, une France individualiste, une France qui ne raisonne plus que par des objectifs matériels et financiers, et on a totalement perdu le sens du sacré. Et moi je dis que pour concilier le progrès nécessaire à tout être humain et à toute communauté humaine, et en même temps garder le sens du réel, eh bien, il nous faut des bases spirituelles, identitaires, culturelles extrêmement solides. Et le christianisme nous donne ces bases. Elles sont inscrites dans nos gènes depuis des générations et des centaines d'années. C'est ça, d'urgence qu'il nous faut retrouver. Voilà. Et conforme à notre tradition, à nos valeurs, à tout ce qui a fait la France au fil du temps. Ces 1200 ans de façonnement qui ont été parfois douloureux et difficiles, il ne faut pas y renoncer. Voilà. Donc je pense qu'on est actuellement dans un monde qui perd toute notion spirituelle réelle, donc qui remplace ça par des options fausses et accidentelles, je dirais, mais qui a oublié en fait la réalité, l'importance de la spiritualité, parce que c'est l'équilibre, la spiritualité, voilà, bien maîtrisée. Merci Jacques Hogar, merci d'être au Dialogue Franco-Russe et merci de nous aider à maintenir le Dialogue Franco-Russe. Mais je vous en prie, j'y tiens beaucoup. Merci.